minutes. Merci. Nous allons terminer avec la discussion générale. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les députés, vous l'avez dit, d'abord je veux saluer la qualité des interventions, en premier lieu la qualité des rapports qui nous ont été présentés. La qualité de ces rapports est telle qu'il ne me sera pas forcément nécessaire de présenter dans le détail ce budget, puisque vous l'avez fait, ayant choisi, Monsieur le Président de la Commission des lois, de désigner des rapporteurs par thématique du budget. Et donc, la présentation de ces rapports nous a éclairé l'Assemblée. Je vais rappeler cependant qu'il s'agit bien d'un budget de priorité et qu'il s'agit d'un budget avec des priorités politiques clairement définies, clairement assumées et qui se traduisent par des choix budgétaires. Si vous n'avez pas, pendant deux quinquennats, su faire des priorités, les traduire par des choix budgétaires, c'est votre affaire. Nous choisissons d'avoir des priorités, de les afficher et de leur donner une traduction budgétaire. Il s'agit effectivement d'un budget prioritaire. C'est un engagement du Président de la République. Le Président de la République a annoncé très clairement qu'il retenait 3 priorités, l'éducation nationale, la sécurité et la justice. Et traduit cet engagement par ce budget qui augmente de 4,3% dans un contexte général, vous l'avez rappelé, Madame, Messieurs les rapporteurs, où les finances publiques restent stables en valeur. C'est un budget aussi qui prévoit un recrutement de 1 500 personnes sur 3 ans, avec un recrutement de 500 personnes en 2013, 480 pour la justice judiciaire et la pénitentiaire, ainsi qu'une vingtaine de postes pour la justice administrative. C'est donc, oui, très clairement un budget prioritaire et c'est un budget qui assume sa cohérence avec des priorités politiques définies et leur traduction budgétaire. Première priorité, et elle se déclinera en 2013, la jeunesse. Le Président de la République a été clair sur son choix de faire de la jeunesse une priorité pour son quinquennat. Et dans le budget de la justice, oui, la protection judiciaire de la jeunesse, que vous avez privé de 600 postes lors du dernier quinquennat, se verra non seulement stabilisée, mais sera renforcée par la création de 205 postes d'éducateurs et de psychologues, postes qui permettront une prise en charge dans un délai de 5 jours par les jeunes qui auront fait l'objet d'une décision judiciaire. C'est une disposition légale qui est prévue pour janvier 2014 et que nous mettrons en œuvre par anticipation dès cette année 2015 parce que nous considérons, mais nous le traduisons, nous considérons que la prise en charge rapide des jeunes qui se retrouvent en situation de faire l'objet d'une décision judiciaire, que cette prise en charge est indispensable, elle doit être rapide. Donc nous n'attendons pas le délai de la loi pour en venir au délai de 5 jours, nous le ferons. Vous n'avez pas cessé de dire qu'il faut lutter contre l'impunité. Vous n'avez pas cessé de dire qu'il faut que les jeunes et les adultes comprennent qu'une décision de justice s'applique. Vous n'avez rien fait pour rendre tangibles ces grandes pétitions de principe. Et oui, en choisissant de créer 205 postes d'éducateurs, nous mettons un terme au saignement des effectifs de la protection judiciaire de la jeunesse et nous créons les conditions pour cette prise en charge des jeunes dans des délais corrects. Nous avons également des engagements de partenariat avec l'éducation nationale et nous créons des postes d'éducateurs pour les classes relais.
Ces classes relais sont un axe important de la prévention auprès de la jeunesse. Il faut savoir que sur les classes relais, nous avons plus de 80% de résultats avec sur 9000 jeunes qui ont été pris en charge, donc un retour dans le circuit éducatif qui concerne plus de 80% de ces jeunes. Nous allons recruter également dans le cadre de cette priorité pour la jeunesse des juges des enfants et nous allons assurer la diversité des solutions mises à la disposition des tribunaux pour enfants et des juges pour enfants. Oui, une diversité des réponses, parce que les juges ont besoin de solutions qui correspondent aux décisions qu'ils sont amenés à faire, selon les faits qu'ils ont à reprocher à des mineurs, selon les circonstances dans lesquelles ces faits ont été effectués et selon la personnalité de ces mineurs. C'est le principe de l'individualisation et c'est une exigence d'efficacité. Nous allons donc assurer la diversité de l'offre des solutions mises à la disposition des juges. Vous faites une fixation sur les centres éducatifs fermés. Vous faites une fixation assez surprenante, parce que les centres éducatifs fermés, cessez de me faire des procès d'intention, contentez-vous de mes déclarations, elles sont claires et assumées, inutile de les extrapoler. Alors je rappelle que les centres éducatifs fermés concernent moins de 5% des jeunes pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse. Alors, cette fixation, je m'interdis de la caractériser. Oui, le président de la République s'est engagé sur le doublement des centres éducatifs fermés. Il n'a jamais dit qu'il fallait transformer les autres réponses en centres éducatifs fermés. Quand vous faites des fixations sur ces 5% de jeunes, vous voulez inonder le territoire de centres éducatifs fermés. Le président de la République s'est engagé sur un doublement. Ce doublement aura lieu. Je suis ravie de voir que vous vous faites les gardiens déterminés des engagements du président de la République. Il faut l'être sur tous ces engagements et accepter donc l'application de l'intégralité de son programme. Les centres éducatifs fermés feront donc partie de la palette des offres qui sont mises à la disposition des juges des enfants et le milieu ouvert qui donne des résultats tels que nous avons 80% de non-récidives dans la prise en charge en milieu ouvert. Ce milieu ouvert continuera d'être mis à la disposition des juges qui ont besoin de toute la palette d'offres. De même pour les familles d'accueil. Les familles d'accueil actuellement correspondent à 399 d'unités de ces familles bénévoles qui sont indemnisées, mais qui sont bénévoles, indemnisées à hauteur de 31 € de la journée, une indemnisation qui passera à 36 € la journée. Vous m'avez interrogé, Madame, Messieurs les rapporteurs, sur le statut de ces familles d'accueil. Une inspection est en cours pour étudier les conditions dans lesquelles nous pourrions envisager le passage de ces familles d'accueil de leur statut de bénévoles indemnisés à des familles d'accueil avec un statut proche ou identique à celui des familles qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance sous la tutelle des conseils généraux. Vous savez bien que cela va générer, justement, c'est bien pour ça que nous étudions les choses, cela va générer d'autres dépenses puisqu'il y aurait des charges en plus de ces indemnités et donc c'est sur la base du rapport qui sera remis que nous verrons dans quelle mesure il serait envisageable de leur donner un statut. À l'occasion de vos propos concernant les CEF, M. Ciotti, qui nous a quand même, on ne peut pas lui faire grief de nous avoir laissé imaginer qu'il pourrait faire œuvre de tempérance. Donc nous n'étions pas surpris. Par la tonalité de ses propos. Monsieur Ciotti, vous nous reprochez l'angélisme et le laxisme.
sur l'angélisme et le laxisme. Alors, arrêtons-nous quelques secondes sur l'angélisme et le laxisme. L'angélisme, j'en connais un exemple assez époustouflant. Lorsque vous avez choisi de prendre le risque du paquet fiscal, du bouclier fiscal, d'augmenter la dette publique, oui, non, pas d'amalgame, de creuser le déficit public, c'est-à-dire d'endetter les Français d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Vous l'avez fait pour faire revenir Johnny Hallyday. Alors, en matière d'angélisme, lorsqu'on prend de tels risques sur les finances publiques pour combattre l'évasion fiscale et que vous avez ainsi hypothéqué l'avenir de générations dans ce pays, oui, nous pouvons venir chez vous en stage d'angélisme, sur le laxisme, nous pouvons venir en stage aussi sur le laxisme. Oui, la délinquance économique et financière que vous avez su, voilà, oui, absolument, sur la pénalisation, sur les délais de prescription, l'administration de lutte contre la fraude que vous avez démantelé avec la RGPP. Oui, alors sur le laxisme, on connaît parce que les informations judiciaires sont tombées de 90% en 3 ans. Alors oui, effectivement, le laxisme, on connaît. Eh bien oui, je vous explique ce qu'est le laxisme et ce qu'est l'angélisme. Alors, deuxième priorité. Je conçois que ça fasse extrêmement mal. Deuxième priorité, la justice civile. Vous avez des obsessions sur les CEF, vous en avez sur la justice pénale, nous y viendrons, mais nous consacrons beaucoup de temps, beaucoup d'efforts à la justice civile qui concerne quand même 70% de l'activité de la justice, du service public de la justice. Nous faisons des efforts considérables parce qu'avec votre carte judiciaire, vous avez compromis la proximité de la justice. Vous avez supprimé plus de 33% des tribunaux d'instance. Vous avez éloigné ces tribunaux d'instance, de proximité. Vous les avez éloignés parfois de plus de 100 kilomètres. Oui, absolument, nous travaillons ressort par ressort, Monsieur Goujon. Nous travaillons ressort par ressort à améliorer la justice de proximité. Vous avez adopté une loi supprimant les juridictions de proximité sans préparer les tribunaux d'instance, ni par des effectifs, ni par des moyens à absorber l'activité de ces juridictions de proximité. Alors nous allons différer la suppression des tribunaux de proximité et pour la justice civile, nous travaillons au périmètre des contentieux, nous travaillons à installer des guichets uniques de greffe, nous travaillons à organiser les réponses judiciaires de façon à ce que tout justiciable sur le contentieux familial, sur le contentieux de l'endettement et de surendettement, sur le contentieux des expulsions de leur logement, toutes ces difficultés quotidiennes qui font que les Français les plus vulnérables ont du mal à avoir accès à la justice, nous allons y apporter des réponses malgré les destructions que vous avez faites avec la carte judiciaire. Donc pour cette justice civile, nous allons créer 142 postes et surtout, nous mettons à disposition des moyens informatiques qui vont permettre d'améliorer les procédures dans leur délai et dans leur efficacité. Et pour la justice, aussi bien pour le fonctionnement des juridictions, aussi bien pour la justice civile que pour la justice pénale.
Nous faisons un effort particulier, vous l'avez souligné, merci Madame, Messieurs les rapporteurs, nous faisons un effort particulier sur les frais de justice. Les frais de justice sont ces moyens qui permettent aux juges d'accomplir leur mission, d'exercer leur office, de procéder à la manifestation de la vérité. Et ces frais de justice vont augmenter en 2013 de 15%, c'est-à-dire de 62 millions d'euros. Ces frais de justice permettront effectivement aux juridictions de fonctionner et d'améliorer les délais dans les procédures. Je dois dire que nous avons trouvé une situation extrêmement difficile et délicate. En cette année 2012, les juridictions sont nombreuses à être au bord de la cessation de paiement. La Poste nous réclame, par exemple, plus de 50 millions d'euros de créances. Nous avons trouvé de nombreux cadavres dans les placards. Nous avons trouvé de nombreuses créances et de nombreux reports de charges. Et pour finir cette année, nous nous battons pour trouver des financements, pour obtenir du dégel, pour obtenir des rallonges de la part du Premier ministre. Voilà l'excellence avec laquelle vous avez géré la justice, y compris dans ces derniers mois. Donc, sur les frais de justice, nous faisons cet effort important. Monsieur le rapporteur Étienne Blanc, vous me demandez si nous allons contenir ces frais de justice. Alors, contenir est peut-être plutôt de mon vocabulaire que du vôtre. Vous demandez si nous allons prendre des dispositions pour limiter, c'est le mot que vous avez utilisé, limiter les frais de justice. Il est certain que si nous considérons simplement un principe de bonne gestion, nous devrions considérer qu'un budget de frais de justice est établi et déterminé en début d'année et que les juridictions doivent s'y tenir. Il se trouve que les frais de justice sont des dépenses particulières. C'est par les frais de justice que les magistrats commandent des enquêtes, commandent des examens ADN, commandent des expertises psychiatriques, commandent des expertises médicales ou d'autres types d'expertises juridiques ou techniques. C'est par ces moyens-là que les magistrats peuvent exercer leur office. Il est dans ces conditions difficile de limiter le recours aux frais de justice. Et nous voyons bien effectivement qu'il y a une tendance haussière à l'usage de ces frais de justice. Cela concerne également les interceptions téléphoniques. Vous l'avez évoqué vous-même, monsieur le rapporteur. Il y a une tendance haussière, c'est indiscutable, et cette tendance haussière est liée au fait qu'il y a une demande de justice de plus en plus importante, de plus en plus massive dans la société, et qu'il nous revient de répondre à cette demande de justice. Il y a par contre effectivement des pistes qu'il nous faut travailler de façon à limiter, comme vous dites, d'une certaine façon, certaines dépenses des frais de justice. Nous pouvons regrouper, par exemple, certaines commandes. Nous pouvons faire en sorte que des plateformes de commandes permettent d'effectuer des économies d'échelle. Et puis, nous pouvons surtout réfléchir, et j'ai chargé l'Institut des hautes études sur la justice d'une étude à ce propos, réfléchir à la déjudiciarisation de certains contentieux. Cela va dans la logique de la médiation qui est expérimentée dans 2 ressorts. Une médiation qui sera évaluée, qui nous permettra de voir, puisque la médiation est obligatoire dans cette expérimentation sur les contentieux familiaux, nous permettre de voir si cette médiation est efficace d'une part et d'autre part, si elle induit bien une baisse de la demande de justice en matière familiale, auquel cas nous serions amenés à étendre cette expérimentation. Bien entendu, le Parlement sera associé aux résultats de cette expérimentation et à la nécessité éventuellement de l'étendre. Donc sur les frais de justice, nous avons sans doute des efforts à faire. Ils seront faits également par la plateforme, vous le savez, sur la plateforme d'interception téléphonique qui sera regroupée et qui permettra des économies d'échelle. Sur les frais de fonctionnement vont baisser de 7%. Ils vont baisser de 7%, mais la pénalisation que cette baisse va représenter pour les juridictions est à relativiser, parce que les frais de fonctionnement ont été ponctionnés ces dernières années pour combler les besoins sur les frais de justice. L'an dernier, en 2011 par exemple, les frais de fonctionnement ont été ponctionnés de plus de 15 millions d'euros pour les frais de justice,
Et une dernière opération relative à la carte judiciaire de montant de 6 millions d'euros a également été ponctionnée sur ces frais de fonctionnement. Ces dépenses n'apparaîtront pas en 2012 puisque, avec l'augmentation de 65 millions d'euros sur les frais de justice, il n'y aura plus besoin de venir prendre dans les frais de fonctionnement les 15 millions d'euros de l'année dernière et ces 6 millions d'euros de la carte judiciaire ne seront pas reconduits cette année. Par conséquent, les juridictions devraient ne pas éprouver de difficultés par rapport à cette baisse de 7%, qui, je le rappelle, est la baisse imposée à tous les ministères sur la base de la lettre de cadrage du Premier ministre pour les efforts de chaque ministère au rééquilibrage des charges des dépenses publiques que nous vous devons en héritage. Sur l'incarcération, venons-en à la justice pénale qui vous occupe tant, même si elle consomme moins de 30% du temps et des moyens de nos juridictions. Sur l'incarcération, là aussi, nos choix sont clairs. Nous avons choisi le courage politique d'une circulaire générale de politique pénale. C'est pas nouveau depuis une dizaine d'années quand même, oui, une circulaire générale de politique pénale. Oui, monsieur le député Fenech, oui, deux quinquennats sans le courage d'afficher clairement des orientations de politique pénale, sans assumer clairement les relations avec les parquets généraux, avec les parquets, en louvoyant sur les instructions individuelles, en n'énonçant pas de principes pour cette politique pénale, en changeant d'ailleurs, notamment sur le dernier quinquennat, en changeant constamment de posture. Le plus spectaculaire, c'est l'accumulation de dispositions générant des prononcés de peine d'incarcération, avec un engorgement des juridictions, la comparution immédiate, par exemple, qui, du fait qu'elle nécessite que le tribunal siège en formation collective, collégiale, encombre et a provoqué des délais dans l'audiencement et des stocks dans les procédures que vous venez d'énoncer aujourd'hui. Et puis après, vous sortez une loi pénitentiaire. C'est peut-être d'ailleurs ce que votre majorité a fait de mieux, pratiquement. La loi pénitentiaire. La loi pénitentiaire, parce que vous vous êtes retrouvés vous-même devant l'absurdité de l'accumulation de vos lois pénales, 30 ces 5 dernières années, 50 ces 10 dernières années, une loi pénale à chaque événement dans la société, en même temps que vous réduisiez les effectifs de magistrats, les effectifs de greffiers, en même temps que vous provoquiez de la surpopulation carcérale, vous vous êtes retrouvés face à cette absurdité et vous avez adopté une loi pénitentiaire où, monsieur Ciotti, vous avez défendu dans un sens l'aménagement de peine, dans un autre sens l'incarcération, dans un autre sens le quantum jusqu'à 2 ans. Alors vous avez totalement manqué de cohérence et il n'y a pas de... Nous sommes dans un Parlement où les uns et les autres prennent des positions publiques. La moindre des choses serait de les assumer. Peut-être dois-je vous rappeler que chaque propos tenu ici est inscrit dans un procès-verbal qui fait foi et qui est donc opposable à chacun, y compris dans 50 ans. Je ne vous mets pas en cause, je dis que vous avez tantôt défendu l'aménagement de peine, tantôt le quantum. S'il vous plaît, chers collègues. Donc cette loi pénitentiaire est votre réaction, un peu compulsive d'ailleurs, parce que vous la faites en 2009, après avoir, y compris, réduit les postes de psychiatres, y compris réduit les postes de psychologues, réduit les postes dans tous les domaines et principalement des magistrats. Donc la politique pénale est claire, elle est affichée, elle est assumée,
Elle repose sur le refus des instructions individuelles. Elle indique très clairement que le garde des Sceaux est responsable de la politique pénale sur l'ensemble du territoire, mais le garde des Sceaux ne conduit pas lui-même l'action publique, que c'est aux procureurs généraux qu'il revient de conduire l'action publique en coordonnant et en animant le travail des parquets, et que c'est aux procureurs qu'il revient d'exercer directement l'action publique. C'est notre conception de la démocratie et d'un État de droit moderne. C'est une circulaire générale de politique pénale qui assume parfaitement les principes énoncés, l'individualisation de la peine, parce que nous avons le souci de l'efficacité. Nous avons le souci de l'efficacité. Vous parlez sans arrêt de sécurité. La sécurité, c'est éviter la récidive, c'est prévenir la récidive, c'est éviter de nouvelles victimes. Vous avez, avec les lois pénales que vous avez multipliées, avec les procédures que vous avez compliquées, avec l'engorgement des juridictions, vous avez aggravé les facteurs de récidive. Et les chiffres sont là, les statistiques le démontrent. Vous avez aggravé les risques de récidive, c'est-à-dire que vous avez pris des risques sur la sécurité des Français. Et vous faites comme si vous êtes qualifiés pour nous donner des leçons sur la sécurité des Français. Mais ce sont les actions que nous menons, ce sont les priorités que nous définissons, ce sont les principes que nous énonçons, c'est la façon dont nous conduisons l'action judiciaire qui améliore la sécurité des Français. Vous avez parlé sans arrêt des victimes. Vous n'avez pas cessé de parler des victimes. Vous avez baissé de 10% le budget consacré aux victimes. Et vous avez provoqué une baisse de 30% par le désengagement des collectivités suite au désengagement de l'État. Vous n'avez pas cessé de parler des victimes. Mais lors du dernier quinquennat, vous n'avez ouvert que 50 bureaux d'aide aux victimes, qui ne sont même pas complètement financés. En 2013, nous allons ouvrir 100 bureaux d'aide aux victimes et financer intégralement 150 bureaux d'aide aux victimes. Et cela sans préjudice des moyens que nous mettons au service des associations d'aide aux victimes, parce que nous augmentons de 8% la dotation pour les associations d'aide aux victimes. Absolument. Et dans la circulaire générale de politique pénale, monsieur le député Fenech, il y a un signalement particulier à l'attention des procureurs généraux et des procureurs pour les victimes. Veillez à ce que les victimes soient effectivement informées, notamment en matière de comparution immédiate. Les informer, les orienter, les accompagner. Les informer, y compris de l'existence du service et de la commission d'indemnisation d'aide aux victimes. Voilà, nous avons une politique d'aide aux victimes. Et Madame la rapporteure Niesson, vous m'avez interrogé très précisément sur la contribution d'aide aux victimes. Nous avons eu des échanges sur ce sujet. Vous avez accompli un travail de très grande qualité qui m'a été rapporté, y compris par l'INAVEM, avec qui j'ai eu une nouvelle séance de travail. Et tous les interlocuteurs que vous avez auditionnés disent à quel point votre qualité d'écoute, votre implication sur ce dossier est pour eux un facteur rassurant pour consolider la politique d'accompagnement des victimes et d'aide aux victimes lancée par la chancellerie actuellement. Je vous propose que nous continuions à travailler sur ce sujet. Nous devrions pouvoir aboutir dans quelques mois, trouver des solutions solides et durables. Parce qu'il nous faut vérifier que cette contribution à l'aide aux victimes, qui a été portée aussi bien par des députés de l'actuelle majorité que des députés de l'actuelle opposition, que cette mesure, d'abord, pratiquement compte tenu des règles de la comptabilité publique et de l'affectation
de ce type de recettes, que nous soyons sûrs que cela viendra abonder vraiment l'aide aux victimes. Ensuite, voir les autres partenaires ou les autres opérateurs qui pourraient s'inscrire dans ce circuit et surtout éviter un éventuel désengagement public compte tenu de l'effort que nous avons consenti et de la nécessité du maintien de cet effort. Il faut que cette contribution victime vienne en plus. Donc je vous propose que nous intensifions le travail que nous allons conduire ensemble sur ce sujet et nous allons nous organiser pour aboutir très vite. Concernant l'immobilier judiciaire, l'immobilier pénitentiaire, vous n'arrêtez pas de dire qu'il n'y a plus de construction. Ne vous déplaise, ce quinquennat sera un quinquennat bâtisseur. Ce sera un quinquennat bâtisseur pour l'immobilier judiciaire que vous avez laissé, hélas, messieurs, en piteux état. Mais j'aime beaucoup vous entendre nous expliquer l'état sinistré de nombreuses de nos juridictions. Mais c'est l'héritage. J'aime beaucoup vous entendre évoquer le rapport de la CEPEJ, la France placée au 4e rang sur 47 pays. Mais c'est l'héritage. J'aime beaucoup vous entendre nous dire que notre niveau d'incarcération est le plus bas d'Europe. Ça pourrait être l'héritage. Ça n'est même pas le cas, parce que vous n'avez pas consulté le tableau. Ça n'est pas le cas. La France n'est pas le pays où le taux d'incarcération est le plus bas d'Europe. Mais enfin, je ne prétends pas vous convaincre de la nécessité de mettre un terme à cette fixation sur... Oui, non, ce serait plus que titanesque. Je conserve mon énergie pour être utile au service public de la justice. Sur l'immobilier donc judiciaire, une vingtaine de villes seront concernées dès cette année 2013. Oh, dans l'état où vous l'avez laissé, oui. Oh que oui. Abîmé comme vous l'avez laissé. Oui, absolument. Oui, c'est bien pour ça que nous faisons des efforts aussi considérables et des efforts qui ne vous satisfont même pas manifestement. Donc sur le judiciaire, sur l'immobilier judiciaire, une vingtaine de villes concernées avec 11 constructions et 9 opérations qui seront lancées donc, dès l'année 2013. Nous avions 3 juridictions, 3 tribunaux prévus en partenariat public-privé. Nous allons nous arrêter un moment sur le partenariat public-privé. Nous avions 3 tribunaux, un à Caen, un à Perpignan et un à Lille. J'ai décidé de retenir le projet de Caen parce qu'il y avait une extrême urgence sur l'état de ce tribunal. Pour ce qui concerne Perpignan et Lille. Alors, pour Caen, les travaux... Oui, imminent, c'est imminent. Oui. Les travaux, parce que le projet était relativement avancé et que les travaux pourront commencer. Je vais rappeler quand même que le partenariat public-privé a fait l'objet d'observations de la Cour des comptes. Ces observations, entre autres, indiquent très clairement que le partenariat public-privé consiste à confier à des opérateurs privés qui empruntent à un taux élevé des constructions, dit la Cour des comptes, d'usines à gaz qui vont coûter, relisez le rapport, qui vont coûter extrêmement cher à l'État, Et pour répondre, par exemple, à Monsieur le rapporteur Blanc Chers collègues, s'il vous plaît. Sur la Non, construction pas comme du ça. partenariat public-privé. Le rapport de Batignolles m'a été remis. Sur la base de ce rapport, il y a 3 options possibles. La première serait le maintien du contrat en l'état, sauf qu'il est important que la représentation nationale sache que le contrat en l'état, c'est un investissement de 671 millions d'euros, avec un contrat partenariat public-privé
qui conduira à un loyer annuel moyen de 90 millions d'euros, de 84 millions d'euros la première année à 114 millions d'euros. Et donc, au terme de ce contrat de 27 ans, en 2043, l'État, c'est-à-dire 2 générations encore après nous, auront payé 2,7 milliards d'euros pour un investissement de 679 millions d'euros. Comme démonstration de bonne gestion, je crois qu'on a déjà fait mieux. Alors, il serait facile pour moi de conserver les choses en l'état, parce que les travaux seraient livrés en 2016, j'aurai le plaisir d'inaugurer en 2017, et je laisserai à mes successeurs, la lourde ardoise de 90 millions d'euros de loyer par an. Ce serait facile, mais ce serait irresponsable. Il y a donc une deuxième option qui consisterait à renégocier ce contrat, en signalant néanmoins que la clause de renégociation n'a pas été prévue dans ce contrat signé 2 mois avant les élections. Et la troisième option serait le renoncement à ce projet, en sachant que les magistrats, les greffiers travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et que ce projet d'une cité judiciaire qui a près de 10 ans d'âge correspond à un réel besoin. Je vous réponds donc à vous, monsieur le rapporteur, mais à l'ensemble de la représentation nationale, que compte tenu des lourdes conséquences des 3 options que je viens d'exposer, le dossier est présenté au Premier ministre et dès que l'arbitrage sera établi, vous en aurez connaissance. Donc, sur les partenariats public-privé, dont votre ancienne majorité a fait un usage assez débridé, il y a là une fragilisation des finances publiques sur le long terme, une moyenne d'une trentaine d'années, qui est extrêmement déloyale vis-à-vis des 2 générations à venir. Donc, c'est avec la plus grande précaution que nous regardons les partenariats public-privé. Et pour ce qui concerne l'immobilier judiciaire, pour Perpignan et Lille dont je parlais à l'instant, à Lille, il y a un problème de terrain que nous allons régler. À Perpignan, donc, il faut reconsidérer le projet et nous travaillons à renoncer au partenariat public-privé sur ces 2 projets de tribunaux et à les faire revenir en maîtrise d'ouvrage public, ce qui est infiniment plus sain pour les finances publiques. Sur l'immobilier pénitentiaire, je répète, quoi que vous disiez, nous augmentons les crédits de l'immobilier pénitentiaire, aussi bien en grande rénovation, aussi bien en rénovation pour la préservation du patrimoine qu'en construction. Une augmentation de 7,8% en construction. Parce que lorsque je parle de budget réel, je ne parle pas de budget virtuel, je ne parle pas d'une loi de programmation qui prévoit 80 000 places, mais qui ne met pas 1 euro en face. Lorsque vous parlez de la baisse de 38% des autorisations d'engagement et de l'augmentation des crédits de paiement, les crédits de paiement sont réels. Les autorisations d'engagement sont totalement artificielles. Mon prédécesseur avait inscrit 1,8 milliard d'euros en autorisation d'engagement sans 1 euro de crédit de paiement en face. Alors vous dites que nous abandonnons le programme NPI, mais sauf que le programme NPI est un programme virtuel. Mais comment faire pour abandonner le virtuel? Ah oui, mais personne ne sent
Personne ne sent l'abandon du virtuel, Monsieur Goujon. Revenez dans la réalité, revenez au rationnel, revenez au réel, revenez à l'effectif. Donc nous allons construire, nous allons préserver le patrimoine que vous avez laissé se détériorer. Nous avons une augmentation de 20%, pour la rénovation du patrimoine pénitentiaire. Oui, vous l'avez laissé se détériorer. Enfin, ça fait plus de 10 ans que vous êtes au pouvoir et que vous criez sur des établissements vétustes. Mais nous avons bien vu, nous voyons bien, nous savons bien à quel point de nombreux établissements pénitentiaires n'ont pas fait l'objet des rénovations et des réhabilitations nécessaires. Donc moi, je comprends votre impatience aujourd'hui, mais il est certain que votre impatience aurait pu être un peu plus sereine si vous aviez étalé sur les 10 dernières années les rénovations qui étaient indispensables. Donc nous allons faire les grandes réhabilitations nécessaires. Nous allons les faire sur la prison de la Santé, sur celle des Baumettes et sur celle de Fleury-Mérogis. Concernant les personnels, avec la RGPP et la logique et la politique comptable de l'ancien gouvernement, les départs à la retraite n'ont pas été remplacés. Avec la carte judiciaire, des postes ont été supprimés. Et revenons au rapport de la CEPEJ. Nous avons 3 procureurs pour 100 000 habitants. La moyenne en Europe est de 11 procureurs pour 100 000 habitants. En France, un procureur traite plus de 2500 affaires pénales dans l'année. Le deuxième pays européen comparable et loin derrière, c'est l'Espagne, avec 1500 affaires pénales traitées dans l'année. En France, nous avons 10 juges du siège pour 100 000 habitants. La moyenne en Europe est de 22 juges du siège. En France, nous avons 9 fonctionnaires pour 100 000 habitants. La moyenne européenne est de 71. Voilà. Ça, ce sont des mesures objectives qui ne sont pas établies par nous, qui sont incontestées, incontestables et tellement incontestables que vous vous référez vous-même en permanence à ce rapport de la CEPEJ. C'est la réalité. Donc nous rattrapons aussi vite que nous pouvons dans un contexte budgétaire contraint que nous vous devons assez largement avec 600 milliards de dettes supplémentaires sur un quinquennat. Voilà. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Il m'est arrivé de connaître cette assemblée nocturne plus sereine. Monsieur le rapporteur Étienne Blanc, vous m'avez interrogé également sur ce que nous faisons pour l'aménagement des peines. Je dois saluer vraiment la très grande qualité du rapport que vous avez présenté au nom de la Commission des finances. Un rapport lucide, un rapport sans complaisance, lucide, mais sérieux, parce que je pense que sur un sujet aussi important que Ah oui, excellent, j'en conviens et pas depuis ce soir seulement d'ailleurs, pas seulement depuis ce soir. Je veux vous répondre sur un certain nombre de sujets sur lesquels je vais avoir à revenir, parce qu'ils ont été évoqués aussi par d'autres députés. Sur ce que nous faisons pour l'aménagement des peines. Alors oui, il y a eu un aménagement des peines important ces dernières années. C'est essentiellement arithmétique parce qu'il y a eu une explosion des prononcés de peines d'incarcération. Il n'y a pas eu une politique d'aménagement des peines fondée sur la prévention de la récidive, telle que nous la fondons nous, fondée sur le suivi,
fondée sur la préparation à la réinsertion et à la vie sociale. Donc, sur l'aménagement des peines, effectivement, il y a eu un certain nombre de choses de faites, mais il n'y a pas eu une politique en tant que telle avec toute sa cohérence. La nôtre l'est. C'est bien pour ça que nous allons recruter des juges d'application des peines. C'est pour ça que nous allons recruter également des greffiers. C'est pour ça que nous allons recruter également des conseillers d'insertion et de probation. C'est aussi pour ça que nous augmentons de 12% les moyens consacrés aux peines alternatives, c'est-à-dire aux travaux d'intérêt général, aux PSE, aux quartiers semi-liberté, aux places, y compris dans les nouveaux concepts. Donc, les moyens qui permettront au juge, si le juge nécessaire, de prononcer les aménagements de peine. Vous m'avez interrogé, vous êtes revenu, monsieur le député, et d'autres députés également, monsieur le rapporteur, sur les peines non exécutées. Alors, plusieurs députés à la tribune ont rappelé qu'il n'y a pas des peines non exécutées qui ont vocation à ne jamais être exécutées, mais il y a des flux de peines en attente d'exécution. Des flux de peines en attente d'exécution pour des raisons évidentes. En dehors des cas où il est prononcé un mandat de dépôt, il y a forcément un délai pour l'exécution de la peine. Il est certain que l'insuffisance des effectifs de magistrats et de greffiers, l'engorgement des juridictions avec un certain nombre de procédures accumulées ces 5 dernières années ont provoqué des délais dans l'exécution de certaines procédures et dans l'exécution de certaines peines. Ça, ce sont des éléments objectifs qui viennent retarder parfois l'exécution des peines et sur lesquels nous devons travailler. Il demeure que nous ne devons pas croire ceux qui parlent de stock de peines non exécutées. Il y a un flux de peines qui, évidemment, est alimenté par l'activité judiciaire et j'ai des chiffres que je vous soumets. En mars 2012, 72 000 peines étaient en cours d'exécution. Parmi elles, 99% sont des peines de prison ayant vocation, dans les termes de la loi pénitentiaire, à être aménagées. La grande majorité des peines en attente d'exécution sont de courtes peines, 57% sont des peines de moins de 3 mois, 40% sont des peines de 3 mois à 1 an, 3% sont des peines de 1 à 2 ans. Les délais d'exécution sont de 36% des peines en 1 mois, 50% en 4 mois, 74% en 12 mois, 83% en 18 mois. Il y a donc bien l'exécution des peines qui se fait au fur et à mesure avec des délais qui ne sont pas extravagants, même si nous nous attachons à réduire ces délais parce que nous pensons comme vous, monsieur le rapporteur, que c'est la rapidité de l'exécution de la peine qui peut contribuer à son efficacité beaucoup plus que le fait de la différer et d'augmenter les risques de récidive. Monsieur Huyghe, vous avez dit des choses qui ne sont pas dans le budget, mais vous l'aviez déjà dit lors de l'audition devant la commission des lois. Manifestement, la commission des lois ne vous a pas suivi. Monsieur le rapporteur Blanc, vous m'avez interrogé sur les amendes. Effectivement, un peu moins de 50% des amendes sont recouvrées. Pour ce qui concerne la justice, nous avons amélioré les délais de prise en charge des amendes de 8 mois à 5 mois. Et en développant les BEX qui ont été fragilisés ces dernières années, puisque plus d'une dizaine de BEX ont dû fermer, ont été abandonnés dans des TGI. Nous allons créer 40 postes de catégorie C pour renforcer les BEX, ce qui permettra de faire enregistrer très rapidement, plus rapidement, la perception des amendes et leur transmission à Bercy. Mais vous avez raison, il nous faut améliorer les relations entre le ministère de la Justice et le ministère des Finances pour améliorer le taux de recouvrement. Il y a de nombreuses autres questions. Ce que je vous propose, c'est que, étant donné qu'il y a une séquence de questions à venir, que je réponde précisément aux questions qui seront posées
Et à l'occasion de ces réponses, je reviendrai sur des questions qui ont été posées par les différents rapporteurs de ce budget. Je vais dire juste un mot sur le personnel, pour dire que le personnel a été mis à rude épreuve. Je rappelle que la protection judiciaire de la jeunesse a perdu 600 postes en 5 ans, que des départs à la retraite n'ont pas été remplacés. La carte judiciaire a provoqué la suppression de postes de magistrats et de greffiers. Les personnels dans tous les services de la justice ont fait des efforts particuliers et ont travaillé de façon à faire vivre quand même le service public de la justice. Nous faisons un effort pour ces personnels. J'aurais souhaité pouvoir faire un effort conséquent pour les personnels de catégorie C dont les traitements et l'indemnitaire n'ont pas été revalorisés depuis une dizaine d'années. Malheureusement, la dotation à la disposition du ministère ne permet que d'assurer la dernière tranche d'indemnitaire accordée aux magistrats et accordée sur la base d'un décret. Il y a donc là un engagement de l'État et le respect de la parole d'État qui me tient et qui me contraint donc, en reconnaissant d'ailleurs par ailleurs que les magistrats méritent totalement cette indemnité compte tenu des conditions dans lesquelles ils travaillent. Donc pour 2013, cet indemnitaire sera fait en faveur des magistrats. Il sera fait à hauteur de 7 millions d'euros pour les personnels pénitentiaires, à hauteur de 1,4 million pour les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse. Et à partir de 2014, je serai en mesure de faire un effort pour les fonctionnaires de catégorie C et à partir de 2015 pour les autres greffiers, donc principalement les fonctionnaires de catégorie B. Je crois qu'il est important que nous ayons un geste par le recrutement, par la modernisation des moyens et notamment le doublement des crédits informatiques, par la reconnaissance des personnels, par ces petits efforts indemnitaires, dire notre gratitude à ces fonctionnaires qui ont porté à bout de bras un service public de la justice qui a été fortement fragilisé ces dernières années et qui méritent qu'on leur dise à quel point nous leur sommes reconnaissants d'avoir tenu ce service public de la justice de façon à ce que, arrivés aujourd'hui aux responsabilités, nous puissions prendre le relais et redonner tout son lustre à ce beau service public si structurant pour notre démocratie. Merci Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice.